Du coup, on va vous présenter notre projet dans les grandes lignes et puis après, on ira faire le tour de la ferme en vous montrant, on commencera par la pépinière et puis la serre, enfin voilà, le cycle de la plante. Et on reviendra ici pour la vente. Moi, c'est Joséphine. Moi, c'est Augustin. On est arrivé ici en 2021, au printemps. Au début, on était plus focalisé sur la partie perso, retaper toute la maison, donc ça a pris un certain temps. Et l'installation vraiment agricole, c'est 2022. Les seules choses qu'on a faites en 2021, c'est définir les espaces de culture et poser des bâches d'ensilage pour venir étouffer la prairie et définir ce qu'on appelle des jardins, les différents espaces de culture. Et cette année-là, on a aussi monté la petite serre qu'on va aller voir en premier, qui est notre pépinière, dans laquelle on fait la quasi-intégralité de nos plants. Les seules choses qu'on ne fait pas sont les poireaux, les oignons et encore. Bubi, quoi, les Ouais. plants, voilà. Une partie, parce qu'on fait une partie des oignons en semis, mais les bubis, on ne les fait pas, et les pommes de terre. Et après, tout le reste, c'est nous. Ouais. Pour remettre un peu de contexte, du coup, nous, on n'est pas issus du milieu agricole. Joséphine était journaliste et Joséphine s'est formée avec un BPREA, du coup en maraîchage, plus un an à peu près de stage dans des exploitations similaires à la nôtre, pas sur les mêmes techniques de production, on verra après, mais sur à peu près les mêmes surfaces agricoles utiles. En MSV, c'était, non, c'était en fortier. D'accord. 100% fortier, donc micro-travail du sol et bio-intensif. C'était dans le nord de la France. D'accord. Et en fait, à la base, nous, on était partis vraiment pour un modèle plus fortier. On pensait s'acheter un motoculteur, etc. Oui. Ouais. Et puis, vers la fin de notre processus de réflexion, quand on avait déjà trouvé le terrain, etc., vu que c'était moi qui avais fait le BPREA, on s'était dit, ça serait bien qu'on fasse quand même une petite formation à deux, quelque chose pour que Augustin il se mette aussi dans le bain. Parce que pour le coup, lui avait vraiment géré tout le côté administratif, d'acquisition du terrain, etc. Et en cherchant, on a trouvé une formation sur les itinéraires techniques MSV à la Sauvagère. Et ça nous a convaincus assez rapidement. Et du coup, dans notre approche maintenant, il y a un peu le modèle fortier dans les dimensions, l'histoire de jardin, de planches, etc. Mais par contre, on a une approche MSV concernant le sol. D'accord. Et ça, après, donc, vous avez fait la formation de 2 jours. Et après, vous avez quoi? Regarder des vidéos, des choses? Oui, regarder des vidéos. Ce qu'on a décidé, notre projet est né en 2019. Et donc après, 2020 est venu ralentir tout ça. Mais bon, l'avantage, c'est que j'ai passé tout mon confinement à regarder des vidéos sur Vers de Terre. Okay. Et puis après, le fait aussi qu'on soit arrivé ici, à 4 km de la ferme de l'Alliance, forcément, tout de suite, on a rencontré Vincent, on a rencontré d'autres maraîchers en MSV. Et après, le gros de l'apprentissage s'est fait sur le tas, quoi. Puis après, le fait de rejoindre l'asso, le maillage normand en ferme MSV est tel que, en fait, tu es obligé de te confronter à des gens qui ont fait du MSV et qui en font, et qui en font bien. Et donc, ça a fini de nous convaincre de suivre ces techniques-là. On a une approche assez paysanne. On essaie de tout construire par nous-mêmes, on essaie un peu de se débrouiller. On a du vieux matériel mais qui fonctionne bien. Et après, tout le reste, c'est que du temps en fait. En investissement de départ, justement, c'était combien et on a terrain et après un peu serre, tracteur. Nous, on a acheté un grand terrain, on a acheté une grande ferme. Et on utilise on a à peu près 11 hectares ici. On fera un tour après. On a beaucoup de prairies. C'était que de la prairie à vaches ici avant, donc ça fait au moins 50-70 ans de prairie pâturée. Okay. On a 1 hectare pour la ferme. Oui. Donc les chemins, les jardins, la serre, etc. Ça fait à peu près 1 hectare. Les chemins, enfin tout ce qui est passe-pied et tout dans les... On compte tout vraiment, même les chemins de 4 mètres pour passer le tracteur, tout ça. Mais en cultivé, on est autour des 7000. 6-7 000 cultivés. Alors première année, on avait 3000 cultivés. 700 mètres sous serre, 700 mètres carrés. Sur les année 2, on était à 5000 et toujours la même surface sous serre. Et là, cette année, on a 6-7 000 à peu près cultivés. Toujours 700 mètres sous serre. Et là, on vient de remettre des tunnels.
Et donc l'idée, normalement, donc du coup en année 4, on aurait 1500 mètres carrés sous couvert. Ce qui nous permet de faire un peu de rotation. Et vous êtes que 2 ? Ouais. Ok. Salariés ou de saisonniers ? Non. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore atteint notre pic notre pic en capacité de production. On est tout juste. Je pense qu'on s'approche. On est en train d'affiner un petit peu des choses qu'on fait plus, des choses qu'on va faire davantage. Et je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus. L'objectif là, c'est encore s'agrandir ou pas ? Non, là maintenant c'est de grignoter sur la jardin de dehors pour la mettre sous couvert. Ouais, c'est de transformer du plein champ pour gagner en sous-abri. Bah, c'est ça. Ouais. Et puis pour mettre des cultures à l'abri, comme on voit cette année, vraiment où ça a été super dur. On s'en est quand même bien sorti, mais par exemple il y a plein de cultures primeurs qu'on n'a pas eu, qu'on a replanté 3 fois et qu'on a eu 0 parce que trop d'eau, trop froid, trop de vent. Et donc l'avantage de mettre sous couvert, c'est que normalement, ça assure une récolte. Ça assure le travail. Quoi. Donc voilà un peu. Et après, sur le reste du terrain, c'est beaucoup de prairies à foin où on fait de l'échange contre de la paille. Ça peut être intéressant aussi dans le modèle. Du coup, ça nous permet d'avoir de la matière gratuite, entre guillemets. Et après, on a quasiment 2,5 hectares, 3 hectares de vergers en haute tige, pommes à cidre et un petit peu de pommes à couteau. On a à peu près 150 pommiers à cidre, qui sont des pommiers qui ont entre 10 et 50 ans, voilà pour les plus vieux, qu'on replante du coup, qu'on réactualise, et on a une 50aine de pommiers à couteau. Tu les replantes ou tu les regreffes ? Non, je les replante. Pour l'instant, on a fait un peu de formation au greffage, c'est passionnant. Mais j'ai pas encore réussi. C'est pas évident. C'est pas évident. Surtout sur des vieux. Il faut de la greffe en couronne. Oui, et puis nos arbres là sont trop vieux pour que ce soit intéressant de regreffer. On pourrait mettre du sion et greffer dessus. Pour l'instant, les tentatives qu'on a faites n'ont pas fonctionné. Mais nos arbres sont trop vieux pour qu'on les utilise comme base. Et puis ce qu'ils produisent, compte tenu de leur âge, maintenant nous convient. On fait du jus de pomme avant. De nos arbres, pour les greffer sur des petits. Ce que tu disais, je pense. Non, c'était se servir des vieux ouais. arbres à regreffer. En fait, Ah oui. En gros, tu coupes. Ils sont trop vieux, ouais. Tu coupes. Tu vas voir, des pommiers, ils sont comme ça, ils ont 50 ans. On va redemander à Mathias, parce que lui, il le fait des fois sur des arbres qui ont 50 ans. Ok, parce que les anciens disent que... ça leur redonne, lui il l'a fait déjà, ça fait des années qu'il fait ça. Ah oui, ok, d'accord. Et ça leur redonne une production au moins pendant 20 ans encore derrière. Est-ce que tu te sers du système racinaire qui est établi ? Ah oui, ouais. Ok. Et par contre, ce qu'il disait, c'est qu'il ne fallait pas replanter, les anciens disent ça, replanter un arbre là où tu avais un... Ah oui, non. Un arbre. Non, il faut se décaler un peu. Tu décales le quinconce en fait. Ouais. Pour la plantation. Et on a planté aussi environ 7000 m² de fruitiers diversifiés. On a un petit peu de tout, pommes, poires, cerises, prunes, mirabelles, figues et compagnie. Bravo. Du coup, on fait en production, on fait légumes. Ça, c'est vraiment notre base. C'est notre production qui a fidélisé notre clientèle. C'est vraiment 100%. Au début, c'était 100% légumes. On a fait le choix de tout être en bio et que de la variété ancienne, on dit population. Car pour l'instant, c'est un peu politique. C'est un engagement qu'on fait envers nos clients, c'est de ne pas faire d'hybride. Et pour l'instant, on arrive à tenir, malgré que ce soit difficile, notamment en choux et en poireaux. Donc pour l'instant, on ne fait pas d'hybride. Et après, on a introduit petit à petit de la culture de... Ouais, il y a quand même des beaux choux. Pas si mal, les variétés anciennes, quand même. Et on a introduit... on fait des cartes. Ouais, c'est ça. Sur le marché, on coupe en cartes. Et ça se vend mieux. Ouais. Mais sinon, tu peux se faire sapoter pour 3 générations. Puis vendu au kilo, t'as du mal à avancer le tarif. Et on a introduit le petit fruit, donc fraises, framboises, principalement fraises. On a implanté 800 pieds de fraises, qui à mon sens, alors s'il y en a qui arrivent à faire plus, je leur tiens mon chapeau, mais je pense que c'est le maximum à 2.
Oui, parce que maximum, parce que vous avez toutes les cultures aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en atelier complémentaire des légumes, on implante des petits fruits. Donc, on a implanté de la fraise qui est. Tu peux en avoir des tonnes, c'est impossible à pas vendre, vraiment, avec des tarifs raisonnables. On voit, là, on était presque à 20-25 € du kilo chez les primeurs cette année sur les marchés. Quand nous, on les vend entre 12 et 16, quoi, selon la saison. Donc vraiment, on est hyper compétitif. Puis elles sont largement meilleures. Et c'est de la bio, c'est de la variété ancienne, c'est de la variété de pleine terre. 12 et 16, c'était encore rentable. Ouais, complètement. Et on a fait moitié remontant, moitié non remontant. C'est une notion qui vous parle, ça? Oui. Ouais. Et donc on arrive à gérer. On implante du cassis, casseille, groseille à macro. Et du coup de la framboise. Et mon framboise, c'est super simple à installer, quoi. On a fait un rang de 60 mètres. Et puis, vous arrivez à la récolter parce que c'est difficile? Ça va. Non, ça va, ouais. Ça oblige à récolter le matin pour le midi ou la veille au soir pour le lendemain matin. Vous vendez en frais ou il y a un objectif de transfo derrière? Non, on vend tout en frais pour l'instant. Pour l'instant, on vend tout en frais. Et vous, parce que vous n'avez pas comme objectif de faire des compotes derrière ou des... Non, je vois pas la... j'ai du mal à voir la rentabilité à petite échelle sur ce genre de produit. De manière générale, la transformation, nous, c'est vraiment une manière d'écouler des surplus, de fidéliser la clientèle aussi avec une offre complémentaire l'hiver. Mais c'est quand même toujours plus rentable de vendre un produit brut que transformé. Pour l'instant, on se concentre là-dessus. L'idée, c'est effectivement, c'est plus une approche de transformer le surplus. Voilà. Et au-delà de l'aspect, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier, moi j'ai envie de faire pousser des légumes et des fruits, j'ai pas envie de faire la cuisine, sinon j'aurais choisi un autre métier. Donc c'est pas ça que peut-être plus tard. Peut-être plus tard, mais je pense que pour faire ça, pour le faire dans de bonnes conditions, il faudrait refaire un petit bâtiment, une salle avec un atelier vraiment et un endroit réservé à ça. Parce que si on commence à faire ça dans la cuisine à la maison, c'est faisable. Oui, tu peux pour les compotes et les confitures. Et après, moi je pensais c'est peut-être un peu dur, quoi. Maddy Gwendoline, tu vois, par exemple, ils vont faire ça, de mixer avec les jus de pommes pour proposer un jus de pomme qui soit... Ce qui se fait aussi là, pas mal, c'est de faire on a une ferme qui fait ça, ils font on fait du jus, du coup on fait du jus de pomme aussi sur la ferme, depuis la première année. On fait du jus de pomme en cubis de 3 litres, et cette année on fait aussi du jus de pomme en bouteille. Ouais, ah oui, là, du jus de pomme en bouteille d'1 litre. Et un truc qui marche super bien, c'est un mec qui fait ça, il presse et pasteurise son jus, il le fait infuser, mais pas longtemps, avec... il le fait infuser, en fait, c'est un mélange de... Je sais plus là, c'était avec du géranium rosa, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc il le fait infuser un peu, il le repasteurise et il le met en bouteille. Et du coup, ça donne un jus qui a un goût hyper bon, pour pas une technique énorme en plus, quoi. C'est-à-dire que c'est juste une double pasteurisation. Les Golden Girls à Cabo le font. Elles le font ça? Ok. Infusé, et on a goûté le jus, et franchement, c'est vraiment c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc peut-être pour l'année prochaine, Parce que là, en fait, tu vois, je me dis, tu as des surplus, bon, c'est quand même rare, mais sur des framboises, ça peut arriver, en tout cas, elles sont visuellement plus vendables. Tu mettrais ça, peut-être, tu vois, je sais pas, au congélateur, tu fais du stock, et puis au moment de faire le jus de pomme, tu ressors... Ah oui, éventuellement, ouais. Bon, après, il faut acheter un congèle en plus. Première année, on est un peu... C'est un produit un peu moins commun que le jus de pomme. Mais en fait, quand on est installé en maraîchage, une fois qu'on a un outil de travail qui fonctionne bien, effectivement, on est tenté dans tous les sens, parce qu'on peut faire énormément de choses. Et il faut juste pas oublier de se demander qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire des calculs aussi pour voir tout ce temps que je passe, est-ce qu'il est intéressant ou pas. Et c'est hyper facile de se laisser je pourrais faire ça. Et en fait, nous, en plus, c'est une reconversion, donc c'est vraiment un choix de vie. Donc, on n'est pas dans la quête de la performance et d'avoir toujours plus de choses à vendre et toujours plus de quantité. Il faut se concentrer sur ce qui nous fait plaisir. Et si on a un peu de temps en plus, est-ce qu'on a envie de le passer à faire des confitures? Oui, bien sûr. Pas sûr. C'est un vrai choix.
Ok. C'est intéressant. Vous faites des sauces tomates Ouais, on fait faire un peu de transformation. On fait faire pour des questions de enfin, a priori, on pourrait le faire nous-mêmes sur certains produits. Pour l'instant, on préfère pas prendre le risque de le faire nous-mêmes pour le botulisme et tout ça. Et donc, on fait généralement de la sauce tomate, donc du coulis de tomate, de la ratatouille. On avait fait un peu de compote l'année dernière, on avait fait des soupes qui a très bien marché, ça fonctionne plutôt bien. Et cette année, on a 0 soupe parce qu'on n'a pas eu de prod, notamment en courge, où on s'est fait ravager avec les limaces. Ah ouais, on s'est vraiment fait ravager très très fort avec les limaces. Mais par contre, l'année précédente, pour les courges, où on avait eu une bonne récolte, et c'était intéressant parce qu'on a facilement des courges un petit peu abîmées ou pas très belles, ou des variétés qui se vendent un peu moins bien. Et là, ce qui serait vraiment de la perte devient un produit. Donc là, ça vaut vraiment le coup dans ces cas-là de faire de la transformation. Ouais, surtout sur des grosses quantités. Et pareil pour les tomates, compte tenu du cycle de la plante, si on veut en avoir suffisamment au début, où tout le monde en veut, il faut quand même planter beaucoup de pieds. Pareil pour en avoir suffisamment à la fin de saison. Mais du coup, il y a forcément un moment où il y en a trop. C'est obligé. Parce que compte tenu que la plante ne donne pas de façon linéaire, c'est un peu inévitable. Et donc, c'est au moment du pic là que du coup, c'est intéressant de faire du coulis. C'est au moment où tout le monde a plein de tomates. Voilà. Ouais, et même donc, les particuliers. Y compris, Oui, alors généralement, on est quand même 2-3 semaines en avance par rapport aux particuliers. Et comme une année comme cette année, tous ceux qui ont des tomates dehors sont très contents de venir nous voir parce qu'effectivement, on a les tomates sous couvert. Et qu'on a une approche, on fait hyper gaffe à l'hydrométrie dans les serres, tout ça. Donc, on arrive quand même à une année à mildiou où des fois, on arrive quand même à bien s'en sortir. Nous, on a eu 0 attaque cette année alors que c'était quand même Vous n'avez pas du tout rien du tout. On l'a jamais eu. On n'a jamais eu le mildiou. À part en fin de saison, on n'a jamais été embêté par le mildiou encore pour l'instant. Parce qu'on a une serre bitunnelle, on va aller voir après, qui nous permet d'ouvrir des 4 coins, d'ouvrir tout en entier, et ça a été très dur au montage. On s'est longtemps posé la question de savoir si on mettait ça ou pas, et on ne regrette pas, parce qu'au final, c'est une super serre à tomates, quoi. Voilà. Puis même, du coup, sur une approche de fleurs, on parlait des pics, réfléchir aux pics de production, parce que on va y voir après, nous, on a un tout petit atelier fleurs coupées, c'est vraiment du test pour l'instant, et même sur une petite production, on a quand même un moment où, pouf, mince, on en a trop, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, après, on apprend, nous, tant pis, pire, on n'en fait rien et ça repart à la terre. Mais dans une approche commerciale, effectivement, il faut réfléchir au pic de production où il y a forcément un moment où vous aurez trop de fleurs. Trop de produits. Mais non, il n'y a jamais trop de fleurs. Si on revient... C'est joli, ça fait joli, quoi. C'est bien. Si on revient un petit peu à l'installation, votre sol, c'est quoi comme type de sol? On est limono-argileux à tendance hydromorphe, je sais pas si on peut dire ça. On a 60-70 cm de terre végétale, un super sol. Par contre, on est très argileux en dessous. Ouais. Et donc, c'est relativement drainant l'été, ça va. Par contre, l'hiver, voilà, ça sent mauvais, c'est hydromorphe complet. Donc, l'hydromorphisme ou l'hydromorphie. L'hydromorphisme, c'est quand le sol est saturé en eau. Et donc, du coup, la vie du sol, entre guillemets, s'arrête, quoi, si on fait les choses simples. C'est asphyxié. Voilà. C'est complètement asphyxié. Donc, généralement, les vers de terre redescendent et ne remontent pas. Et si je vous apprends quelque chose, si c'est les vers de terre qui... En fait, il y a 3 sortes de vers de terre. Il y a des vers de terre en surface, qui vont dégrader la matière. Il y a des vers de terre au fond. Et il y a des vers de terre au milieu qui font le transit. Et en fait, les vers de terre du milieu vont chercher la nourriture et la redescendent aux vers de terre de fond. Et donc, en fait, c'est eux qui vont dégrader la matière et l'humus pour le remettre dans le sol et qui vont enrichir le sol et qui vont aérer, quoi, entre guillemets. Voilà. Nous, c'est nos meilleurs alliés, quoi. En production, en maraîchage sol vivant, on a vraiment besoin d'eux. Et donc, forcément, l'hydromorphisme, il n'y a plus d'oxygène, donc l'animal, il redescend. Comme le terrain a été de la pâture pour des bovins pendant très longtemps, notre sol est très compacté. Du coup, on sait que ça va prendre beaucoup d'années pour que tout ça s'aère correctement. Et du coup, on a beaucoup de problématiques de rumex, de runoncules, enfin voilà, de chardon, toutes les plantes qui sont là pour venir décompacter, elles sont en puissance. C'est un peu la prairie normande par excellence ici. C'est-à-dire que
la pliche, quoi, l'herbe est hyper puissante, c'est-à-dire qu'elle revient tout de suite et elle est un peu dure à casser. Donc ça passe par un bâchage, par une occultation mécanique. Et au moins, on n'a pas de cailloux. Voilà, par contre, on n'a pas de cailloux, c'est un gros avantage. Et là, au fur et à mesure des années, c'est sûr que si on avait eu le luxe de pouvoir attendre 1 an ou 2 avant de commencer à cultiver, il y a peut-être des jardins qu'on n'aurait pas ouverts, on aurait peut-être fait différemment. Mais à un moment, financièrement parlant, on était obligé de démarrer tout de suite. Donc on a fait des tentatives, comme là on allait voir notre jardin de fraises, qui au final a bien tourné 2 ans, et puis une année humide, on voit qu'on a une production à 0. Donc là, on change de place nos fraises. Donc on modifie un peu, et en fait, on va faire comme les anciens, c'est-à-dire qu'on va faire un réseau de baissières, si ça vous parle, un petit fossé. Donc c'est des petits fossés, 20 cm max, avec un réseau de mares. On a déjà beaucoup de mares sur le terrain, on en a 7 ou 8. Et l'idée, c'est de réintégrer des mares autour des jardins, avec un système de baissières, donc faire ça l'été. Les baissières, c'est toi qui vas les faire ou c'est... Non, je vais faire. Okay. Je pourrais le faire à la main, mais honnêtement... Il vient avec une machine, un petit godet de curage, vous voyez les godets à fossé là, c'est un tout petit truc. Okay. Et on mettrait des mares partout. L'avantage des mares, c'est que forcément, on aura des grenouilles, des crapauds, on aura de la couleuvre qui va revenir. Et donc ça va nous aider aussi sur la gestion des mulots et puis la gestion des limaces, qui est un gros problème surtout cette année. Pas mal de biodiversité, quand on avait fait les relevés au pied et bocagères. On a de la chance d'avoir Mais il faut qu'on rapproche tout ça de la partie exploitation. Parce que comme notre terrain est grand, nos évocagères sont loin. Oui. Et il n'y a pas assez de réseau qui les a... Voilà. Donc l'objectif, c'est de replanter pour ramener tout ça là où ça nous intéresse. Enfin, ça nous intéresse partout, mais là où ça nous aide. Et après, sur l'install, effectivement, première année, gestion pour casser mécaniquement la prairie pour installer nos jardins. On a monté une première serre, donc un bitunnel de 700 mètres carrés, 35 par 20 mètres. On n'a pas mis en place le réseau d'irrigation par pur novicisme, si on peut dire ça. Manque de temps aussi. Quoi ? Manque de temps. Ouais, mais au début, on s'était dit, dans l'idéal, on va prendre l'eau du réseau, et puis avec nos petits arroseurs Gardena, ça fera le boulot. Et on s'était dit que, ça irait. Ça passe la première année. Oui, c'était pas un objectif. On savait qu'on n'arroserait pas avec l'eau du réseau. On a un puits, on a des mares. Oui, effectivement, on a un puits sur la ferme, qui n'était pas en service, mais qui fait quand même 50 mètres. Et il y a de l'eau à 30 mètres, c'est un puits qui tourne bien, qui est à peu près des années 60, 70. Il n'était pas en service. Il n'était pas branché, il n'y a pas de pompe. Il y avait juste un trou. Et on a tout notre réseau de mares, et on a des mares relativement étanches, donc qui gardent bien l'eau. Et donc on s'était posé la question de soit on met une pompe de surface, et on vient chercher l'eau de la mare avec un pré-filtre, soit on prend l'eau du puits, et puis on se débrouillera, Bon. Au final, on a fait 1 an et demi sans irrigation, c'est-à-dire juste en tirant des tuyaux et avec des arroseurs. Alors ça, le conseil que je peux donner, c'est que surtout prévoyez de l'irrigation tout de suite. Même on voit franchement tout notre système d'irrigation, c'est pas très cher. On a tout fait nous-mêmes. On se débrouille. On a acheté vraiment le matos, pile ce qu'il fallait et sans extravagance. Parce qu'au final, sur la première année et demie, c'était quasiment 2 heures par jour, juste à déplacer des tuyaux et à mettre des arroseurs, et le faire tenir avec une brique, et une horreur. Et honnêtement, 2 heures par jour en pleine saison, que ce soit de la fleur, du légume, du fruit. Puis au final, t'es pas très efficace parce que tu fais rien. Les endroits qui sont vraiment pénibles à les faire, bizarrement, t'as tendance à les oublier ou à ce qu'ils soient plus bâclés. Et c'est du temps sans valeur ajoutée. Parce qu'en fait, à partir du moment où un piquet à 2 euros te fait le travail, il y a toute l'install derrière, mais je veux dire, un arroseur sur pic, c'est à peu près ce que ça vaut, 3 euros, 3,50 €. 2 heures par jour, il y a tellement de choses. Enfin, je préfère prendre 2 heures, aller récolter des framboises et des fraises pour mon marché le lendemain, que d'arroser. Et donc, du coup, en année 2, on a installé un système d'irrigation enterré et automatique. Donc, on a une pompe dans le puits qui va chercher de l'eau. On a une réserve tampon qui, pour l'instant, est trop petite, qui fait 5 mètres cubes, qui est derrière le bâtiment.
qui est plein ouest et bâché. Et donc du coup l'avantage c'est que l'eau se réchauffe un petit peu, parce que forcément le vin du puits il est un peu froide. Elle se réchauffe un peu et on a dans le bâtiment une pompe de surface, enfin une pompe automatique. En gros, je vous la fais courte, dès qu'on ouvre un robinet, la pompe se met en route toute seule, il y a un filtre. On a enterré des tuyaux et on a une sortie d'eau à chaque jardin, avec une électrovanne. Donc maintenant on peut vraiment tout piloter. Le soir, avant c'était 2 heures, là on appuie sur 3 boutons et paf, tous les jardins se mettent en route, ça arrose au petit matin ou le soir et du coup... l'électrovanne, oui, tu gères de ton téléphone, c'est ça? Non, nous on a un petit boîtier dans un bâtiment, ouais. Parce que j'en vois beaucoup qui ont investi là-dedans. Tu peux avoir des électrovannes en Bluetooth. C'est parce qu'il faut voir. Moi, j'ai pas envie d'arroser depuis mon téléphone sans voir comment est mon sol. Oui. Donc, c'est bien d'avoir que à appuyer sur un bouton, ça fait gagner énormément de temps. Mais avant ça, il faut se rendre compte de comment est le sol, est-ce qu'il y a besoin. Donc, je pense que c'est bien. Après... En soi, c'est le même prix. Hein. Tu prennes un truc sur le téléphone ou pas, c'est pareil. Je veux dire, les électrovannes, il y a plein de maraîchers qui les ont achetés. Et qui ne les utilisent pas. Et qui les ont jamais installés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance. En fait, ils ont pas. Il y a eu quelques exemples, effectivement, où l'électrovanne s'est pas déclenché. Notamment des gens qui auraient, je pense, un jardin qui est pas. On a le luxe, nous, d'avoir notre exploitation qui est à la maison. Oui. Et donc, on voit les arroseurs tourner et on peut aller contrôler assez facilement. Oui. Effectivement, si ton terrain il est pas chez toi, il faut avoir confiance en le matos. Parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ça s'ouvre, et si ça n'arrose pas, bon, ça va pas crever, mais... Ouais. Bah, ça dépend. Notamment les carottes, dans l'itinéraire, il faut que ça reste humide 2-3 semaines. Et si tu loupes un arrosage ou deux, une journée de cagnard, ça crame un peu, quoi. Donc même si une électrovanne, c'est pas ouverte une fois, je sais pas si tu fais... On rigole, les carottes... Logiquement, le lendemain, ça se Normalement, tu le vois surtout si t'es arrosé parce qu'il faisait trop chaud. Le boulot du maraîcher, c'est aussi de faire un suivi, quoi. Donc, mais il y a un peu cette culture de la peur autour de l'électrovanne. Enfin, en tout cas, pour nous, on ne peut plus trop s'en passer, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Mais on surveille, évidemment. Oui, c'est ça. Et la réserve tampon dont tu parlais, donc ce sont des cuves 1000 litres, des grosses cuves en plastique. C'est juste qu'elles sont bâchées noires pour pas qu'il y ait des algues qui se développent dedans. Et le fait d'avoir 2 pompes, l'intérêt étant de moins user la grosse pompe qui est dans le puits, qui est forcément plus performante et donc qui coûte plus cher, et qui est aussi beaucoup plus compliquée à changer parce que elle est à 50 mètres. Voilà, donc... oui, pour l'avoir installé moi-même, et je l'ai remonté 2 fois parce que j'avais oublié de brancher un truc. Et c'est vrai, je voudrais pas trop la changer régulièrement. Et pareil, ça c'est une bonne option, hein, les cuves 1000 litres, pour faire des réserves tampons, ne serait-ce que même quand les mares débordent, pour pouvoir vider un peu d'eau et puis pouvoir stocker. En fait, très facilement, je les ai branchés en série et vraiment pour pas cher du tout, on arrive à se faire des réseaux, des grosses contenances, ne serait-ce que... On a, je sais plus, 12, on a acheté un lot en fait de cuves. Et ça, faut faire gaffe par contre. Faut essayer de trouver des cuves qui viennent d'industries agroalimentaires. Il n'y a pas de produits chimiques. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Soyez ultra vigilants. Achetez jamais de cuves si vous n'avez pas l'étiquette de ce qu'il y avait avant dedans. Parce qu'en fait, généralement, c'était de l'AdBlue, si ça vous parle. C'est ce qu'on met dans les camions. C'est ultra corrosif. Et nous, on a acheté des cuves où il y avait de l'huile bio. Ouais, de l'huile de tournesol et de la sauce soja. Voilà. Un enfer à nettoyer. Parce qu'en fait, il faut aller gratter l'huile. Il y avait une couche comme ça. C'était des cubes de mélasse. Ah oui, ok. Pas mal. Ça va bien. Mais le mieux, c'est les cubes de sauce soja. Parce que là, du coup, c'est juste un rinçage et ça tourne. De sauce soja. Ah ouais. Mais croyez jamais ce que vous dites. Il faut qu'il y ait l'étiquette. Ah ouais. Parce que moi, j'ai eu des cubes, c'était des encres d'une imprimerie. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça c'est notre pépinière et ça fait 60 mètres carrés. C'est un peu juste en dimension pour nos cultures, quoi. Alors, 1 hectare cultivé, il faudrait au moins 100 mètres carrés de pépinière. Et donc là, on a des tables partout, c'est pas hyper pratique. L'été, on met les choux dehors, sous filet, pour garder un peu de place. Et pour l'instant, on avait récupéré au Cerf de Marcel, s'il y en a qui connaissent, des tablards comme ça de pépinière. Et donc celui-là, on l'a transformé, on a enlevé, parce que c'était des bacs à submersion, ça vous parle ?
C'est plus leur domaine déjà. Ah oui, ok. Et donc là, on a viré le fond de submersion, qu'on a remplacé, j'ai refait une petite ossature métallique, et on a des plaques d'isolant qu'on peut voir en dessous, donc c'est du polystyrène extrudé, pour faire un fond solide. Une petite bâche, un lit de sable 5 cm, et après dedans, bon, on est en fin de saison, donc là, forcément, toutes les plaques qui sont enracinées dedans, nous ont enlevé le sable, donc à chaque fois qu'on redémarre notre saison de semis en février, on remet une couche de sable et on a un fil chauffant ici. Donc ça c'est pareil, on peut acheter des nappes horticoles chauffantes et on peut faire le choix de le faire soi-même, et ça va être très facile, et on achète un fil, c'est 3 fois moins cher, et en fait on achète ils appellent ça des raidisseurs et des écarteurs, c'est des machins en plastique qui vous permettent de suivre, de clipper le fil et qui reste bien en position. Honnêtement, des petits cavaliers en métal, ça va très bien. Et en fait, on parle en watts par mètre carré en fonction de ce qu'on veut mettre. 150 ou 300, généralement c'est 150 ou 300. 150 pour les plantes maraîchères classiques et 300 pour les légumes ratatouille qui a besoin de plus de chaleur. Donc aubergines, poivrons et tomates. Et en fait, ça, c'est juste l'écartement des fils qui vous donne les watts au mètre carré. C'est le même fil. Ouais. C'est le même fil, c'est juste qu'il est tressé plus court. Et donc on a une petite zone là-bas à 300 mètres carrés, 300 watts par mètre carré, ça c'est 150 watts par mètre carré, ce qui est largement suffisant. Il y a une sonde. Et donc on a une petite sonde, là vraiment si tu veux du technique, tu dois avoir une sonde là, c'est un fil métallique qui se met, que tu mets loin là-bas. Et après ici tu as un petit thermomètre, on va l'entendre. Voilà, tu vois, là, la table, elle est à peu près à 12 degrés, quoi. Okay. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment plus du maintien hors gel et un petit peu de chaleur pour que ça pousse quand même un petit peu. Mais on n'a encore rien qui nécessite vraiment d'être chauffé. Donc on augmentera la température quand on va semer en premier, ça sera aubergine, poivron. Et du coup, quand on chauffe un peu plus, on met, là, c'est du P30. Ça vous parle, ça, les filets? Ouais, P17, P30. Et donc, généralement, on met 2 épaisseurs de P30 pour, voilà, pour faire ça. Et ça, c'est vraiment de la bidouille. Et ça fait 3 ans, ça marche, ça tient très bien. C'est juste du fer à béton plié, terminé, quoi. Oui, on ne vous conseille pas le bois parce que ça accroche les filets, ça fait des trous. Et on ne vous conseille pas non plus, il y en a beaucoup qui mettent du plastique. Je ne sais plus à quoi ça sert à la base. Ouais, des gaines électriques, je sais plus comment c'est le nom que ça a. Enfin, ça fait un peu des Lego, c'est des assemblages avec des petits T, des coudes, on peut assembler. Achetez pas ça, ça va cuire au bout de 2 ans et ça va casser. C'est voilà. Pour être mis dans les murs. Ouais. Donc si vous avez le mieux, j'aurais dû prendre des fers en inox et comme ça rouille pas. C'est un peu plus cher, mais bon, c'est pas, ça a coûté 10 € de plus. Je vous conseille de les peindre. Oui, éventuellement les peindre. Une peinture anti-rouille. C'est beaucoup moins cher. Oui. Beaucoup de bombes de peinture anti-rouille. C'est vrai. Avoir vécu, moi, mes arceaux, ils ont 6 ans. Et avec la rouille, ça fait de toutes petites écailles. Oui. Et les voiles de protection, ils détestent ça. Oui. Il faut l'ouvrir et le fermer au moins une fois par jour. Il faut être 2. Et sinon. Si tu les ripes, oui. Alors là, c'est foutu. Du coup, tout seul, moi, je les abîme tout le temps, donc du coup, on les fait à 2 et forcément. Bah... Mais un petit coup de bombe. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Anti-corrosion dès le départ, ça fait vraiment le taf. Ouais. Et donc, on produit tout, comme je l'ai fini d'expliquer, on produit tous nos plants, sauf pommes de terre. On préfère reprendre des plants tous les ans, bubis d'oignons, l'ail, les échalotes. Les poireaux. Et les poireaux. Mais encore cette année, on va essayer un petit peu. Poireaux, on va tenter un peu cette année, on va se faire un petit bac. Vous avez fait des essais déjà ou pas? Et on a fait un semi-direct de poireaux en plein champ l'année dernière pour faire du poireau botte à l'automne et ça a super bien marché. Trop bien. La variété Maxime, ça. Et sinon, on achète les poirettes. Et là, on voudrait faire un petit bac, tenter un peu cette année. Mais vraiment, voilà, on n'a aucun objectif. C'est juste pour voir, quoi. Ouais. C'est juste pour voir. Et oui. Parce qu'en fait, on voulait faire du monstrueux de 40 ans, qui est une variété qu'on aime bien et qu'on trouve pas en plan. Et qui est une variété, d'après le semencier, en tout cas, qu'on peut commencer un peu tardivement. Donc ça nous permettrait de moins chauffer. Du coup, le semis, tu pourrais le décaler. Et ça nous permettrait de moins être exigeant sur la couche chaude et tout ça. Enfin, tout le principe, tout le procédé pour faire lever les poireaux.
Donc on va le tenter. Et encore une fois, le choix variétal, en fait, les producteurs, ils font plus que du Tadorna et de l'Atlanta en variété population, variété ancienne. Et sinon, c'est que de l'hybride. Et on aimerait bien essayer de rester en... non pas que ce soit vraiment l'enfer de faire de l'hybride, mais on aimerait bien essayer de continuer comme ça. Et du coup, bah, ça passerait par faire un peu nos plans, quoi. Et monstrueux, là, tu le trouves où, le monstrueux de 40 ans? Bah, tout en graines. La semence chez Agro. Ça fait des beaux poireaux. En plan. Personne ne le fait, ouais. En plan. Ou alors de l'horticulteur, enfin ou un pépiniériste qui va en faire un petit peu, mais les tarifs seront un peu trop chers pour notre utilisation un peu professionnelle, quoi. Tu vas réussir à en choper une botte, mais pas de quoi faire un champ, quoi. Ouais, voilà. Et donc nos semis, on fait des semis en plaques. Si vous avez, vous connaissez ça par cœur, je pense. Donc rien de particulier. Et on utilise, on verra peut-être ce midi, un semoir qu'on a acheté justement avec MSV. Un semoir japonais qui nous change la vie. Ah, ça marche super bien. Sur certaines graines, je sais plus lesquelles, c'est plutôt Jo qui fait la pépille. Pas tout. Bah, il faut des plaques comme ça, il faut pas. Sur certaines, oui, il faut le bon modèle de plaque. T'as un petit jour là, et du coup, ça marche pas. Non, c'est bon. Il faut vraiment que ça vienne buter. Il faut que ça bute dessus, ouais. Et il faut faire bien attention quand tu remplis ta plaque qu'il n'y ait pas plein de terre partout sur les rainures. Il faut vraiment bien tasser, bien nettoyer le dessus, parce qu'en fait, sinon, ça se remplit de terre, la machine. Donc, il faut... Je viens de le recevoir. Voilà. C'est trop bien. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut être un tout petit peu frustrant au début, mais quand même à n'importe quel outil, parce qu'il faut faire ses réglages. En plus, c'est écrit en japonais dessus, donc du coup, t'as pas forcément en tête. Enfin, je pense que moi, je l'ai toujours pas fait, mais il faut que je me mette des petites gommettes avec des numéros, ou que je me note quelle graine je fais avec quel truc. Et puis d'une variété à l'autre, notamment les choux. Il y a des graines qui sont plus ou moins grosses, donc il y a des variétés que tu peux faire avec et d'autres pas, parce qu'après si tu te retrouves avec tous tes choux en double. Pardon ? Ouais. Pas différents disques avec ? Si, ouais. Si, il y a différents disques, mais pas suffisamment pour faire toutes les variétés de choux. Ça vaudrait le coup de faire un petit coup d'impression 3D avec quelqu'un qui maîtrise et... Ouais. C'est ce que je fais. Moi. Ah oui, ok. Ouais. Bah tu vas peut-être t'amuser. Mais franchement, c'est bien. Quand même. On peut pas tout faire avec, mais c'est bien. Le peu que tu fais avec, je crois que c'est mais genre pour les oignons et tout, c'est tellement pratique. Alors graines enrobées sans problème. Ouais. Les autres non, évidemment. Oui, salade on fait tout enrobé. C'est trop dur, c'est trop long. Après il y a des choses, je pense juste que j'aime bien faire aussi. C'est un peu méditatif le semis, donc j'ai pas envie de tout faire avec. Mais au printemps, quand parfois il faut faire 15 plaques du même truc, c'est quand même cool. Voilà, ici rien de bien particulier. Là, on arrose nous-mêmes. Enfin, il n'y a pas d'asperceur. On va mettre en place. On automatise l'année prochaine. Ouais. Là, j'ai mis une sortie d'eau. Et en gros, on a trouvé une référence de brumisateur. Donc vraiment, je pense que typiquement, vous devez connaître ça. C'est les arroseurs qu'on a dans la serre, ça fait comme ça. Et là, en fait, ça a un jet constant à 360 degrés, vraiment en micro-gouttelettes. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une rampe d'aspersion ici au-dessus. Parce que le problème des plaques, on n'utilise pas du coup le système de submersion. Parce que c'était un peu fissuré, il faut du coup récupérer l'eau, donc il faut prévoir d'avoir des cuves sous les tables pour pouvoir remettre de l'eau dedans. Bon, pour l'instant on l'a pas fait, donc on arrose à la lance, sauf que le problème c'est que, je sais pas si on peut voir, mais si on arrose, en fait il y aura de l'eau que sur le premier centimètre, et si vraiment on veut que l'eau descende, il faut faire au moins 4-5 passages. Et ça c'est un peu long, et du coup l'effet brumisateur, tu peux le mettre 1 heure, tu auras consommé moins d'eau, et en fait, vraiment, ça va descendre tout doucement et je pense que ça va mieux irriguer. Mais ça va sans doute être complémentaire parce que les semis, il faut quand même les surveiller tout le temps. Ça va nous permettre de ne pas arroser 3 fois par jour comme on le fait parfois quand il fait vraiment chaud. Donc, je pense que l'arrosage en cours de journée pour pas que ça sèche, ça sera avec le brumisateur. Mais ça n'empêche pas qu'on viendra surveiller. Pour l'instant, on n'en a pas eu non plus. Mais ouais, on a eu quelques échecs, forcément, quelques ratés, quoi. Mais souvent de l'arrosage. Ouais, une fois de temps en temps, tu as tous tes plants qui sont comme ça, tu te dis, oula. Et bon, tu remets un coup d'eau et ça repart, mais il ne faut pas que ça arrive 2 fois de suite, quoi.
Donc, moi j'ai juste une question, c'est quoi le truc tout au bout là-bas Tout au bout là-bas. La plante, j'arrive pas à voir. Dans le petit pot? Non. La plaque. Ah, ce sont des œillets du poète. C'est une fleur bisannuelle. Ah, c'est une fleur, ok, d'accord. Oui, il y en a. Commencé l'année dernière parce qu'elle ne fleurit que la deuxième année. Ok, d'accord. Et en petit pot, c'est quoi? Un clémentinier. C'est des cadeaux de clients. Ils nous font des petites boutures et des C'est cadeaux. notre cadeau de bonne année de un de nos abonnés de Paris. Voilà. Donc Et on verra ça, ouais. si ça donne quelque chose. Du coup, ça c'est. Vous allez faire des agrumes. Oui, on va en faire, on Oui, va en non, faire. mais oui. Non, Et mais juste là, si- cette année, c'était trop dur là. Si, je vais vous Il y avait montrer quand trop même de quelques choses. trucs, vu qu'il y en a qui sont intéressés par les fleurs. Ouais. En fleurs, je fais des expériences cette année. Alors, c'est où? Ici, est-ce que vous reconnaissez ça? Pardon? Ouais, si, exactement. Donc, je fais du test de renoncule. Et là, Ça, c'est du delphinium? Non. non, Euh... c'est de l'anémone. Anémone. Ouais. Ok. Voilà. Et là, ouais. Et, C'est quoi ça? Pivoine. Ah, oui, pivoine, et donc, un plan de pivoine, ça coûte 15 €. Là, j'ai acheté des petits bouts de griffes à 1,20 €, je crois, un truc comme ça. Et donc, je teste parce que là, j'ai une petite quinzaine de plants et si jamais ça donne, ça va prendre du temps. Mais si jamais ça donne, ça sera très rentable comme opération. Donc voilà, je fais mes expériences. Des particuliers ou... Alors, non, je les ai achetés aux Pays-Bas. D'accord. Je fais une commande groupée de bulbes chaque année. Et donc, du coup, pareil pour les renoncules et pour les anémones. Et là, des griffes, qu'est-ce que t'appelles des griffes du coup? Enfin, moi, Tu vois pas à quoi ça ressemble à un plant une racine de pivoine? Ouais, si, ouais. Bah, ça fait des griffes un peu, Ah, enfin, ok, tu vois. d'accord. Et tu les sépares, non? Tu gardes... Et quand tu les commandes, tu les as déjà séparés. D'accord. Et après, ça vient, tu sais, comme quand tu plantes un dahlia, tu peux planter un seul. On dit tubercule. Ouais. J'ai l'habitude de regarder que des vidéos en anglais, du coup, j'ai pas. Et donc, et après, ça va en faire plusieurs, ça va faire comme un truc comme ça, une araignée, quoi. Et tu passes par quel réseau pour faire des commandes groupées? C'est moi qui l'initie. D'accord. Okay. Et après, c'est juste que je propose aux copains de prendre des trucs, mais comme ça divise les frais de port. Et puis, comme c'est des trucs vraiment en gros, les tulipes, c'est par minimum 250. Donc, ça permet de diviser les lots. Parce que sinon, en fait, tu as 15 € de frais de comptage par sorte de fleurs si tu veux en prendre moins. Donc, c'est pas forcément intéressant. Oui, c'est sûr. C'est plutôt pour des professionnels et des collectivités qui vont remplir un rond-point de jonquilles et du coup, il leur en faut 3000. Et... Donc voilà. Et du coup, on va faire le tour. Je vais vous montrer vite fait comme c'est à côté, là où on fait les tulipes et les jonquilles. On utilise le terreau de chez Dumona. Dumona, D-U-M-O-N-A. Qui est très très bien, on a des super taux de levée avec, donc on le conseille. Et le changement qu'on fait cette année, parce qu'on a pas mal de collègues qui le font, c'est-à-dire que sur toutes les phases de rempotage, donc je pense qu'en fleurs il doit y en avoir aussi pas mal, on va rempoter soit sur un mix terreau-compost, soit sur que compost. Parce qu'au final, le compost, c'est 8 € la tonne, en fonction de là où vous le trouvez, entre 8 et 15, quoi. Le terreau, c'est un peu plus cher. C'est 8 € le sac. C'est 8 € le sac, voilà. Et donc là, pour l'instant, nous, on rempotait tout au terreau. Ça nous coûtait une blinde. Et donc là, cette année, en fait, on a plein de potes qui nous ont dit, mais vous êtes fous, nous, on rempote tout au compost. Et ils le criblent un peu, en fait. Ils le tamisent un peu, voilà. Et donc, du coup, ils rempotent au compost. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas s'il y a assez à manger pour la plante. Oh, large. Pour un rempotage, je pense que oui. Ouais, pour un rempotage. Ah oui, pour une levée, non, peut-être pas. Pas pour une levée. Et le compost, c'est parce que le compost est très séchant aussi. Oui. Et donc là, pour le coup, il faut vraiment pas louper l'arrosage. Mais ne serait-ce que faire un moite-moite, déjà, je pense que ça changerait pas mal la donne.
économiquement. Ouais, comment économiser 300-400 balles par an, enfin hyper facilement, effectivement, rien qu'en faisant ça. Et là, c'est la centrale de compostage en direct, on s'entend bien. Et ben on vient de changer, et là, on en a une à 10 bornes. Et donc, je suis livré 8 € la tonne et 100 € l'aller-retour sur 25 tonnes. Moi, j'en cherche dans mon secteur, donc ça me fait une benne de 25 tonnes, 100 plus 8 x 25, quoi. Enfin, rien, quoi. Ouais. Et on tourne à l'année en compost. On en utilise beaucoup. Donc on essaie de trouver le moyen d'en utiliser un petit peu moins. Et on est à entre 40 et 50 tonnes année étendues à la main. Voilà. C'est surtout ça qui pique. On cherche plutôt le moyen d'étendre mécaniquement. Il y a des solutions, on commence à regarder avec notamment la Sauvagère, ils avaient une sableuse qui avait été cherchée en montagne et qui est globalement petite barrette de bière, qui était globalement, en fait c'est une espèce de godet comme ça qu'on vient charger, et même lui il arrive à se baisser, du coup il reculait dans le tas, et en fait il y a une roue dentelée en bas, et tu ouvres une trappe et ça te déroule 1 litre de semence. Okay. Ce qui t'obligerait à travailler sur des planches à dimension du tracteur. Donc des planches, si on prend notre vieux tracteur là, des planches d'1 m 30, et donc du coup on se casse le dos, enfin voilà, faut réfléchir, quoi. Et là on a notre partie pépinière extérieure. Ça vaut ce que ça vaut. Faut vous imaginer qu'on lance des ateliers en même temps que le travail de maraîchage. Et ça c'est plus des parties qui nous tiennent à cœur. Et donc là on a 2 espaces de jauge extérieures qui sont des jauges à bouture. Donc tous les ans on va bouturer et mettre en jauge ici. Donc ça passe par un travail de sol obligatoire, avec un ajout du compost ou éventuellement du sable, mais le sable c'est quand même dans des notions écologiques c'est un peu moins bien, quoi. Et donc nous on a plutôt fait un mélange avec du compost, et en fait on vient mettre en jauge ici tout ce qu'on bouture. C'est un peu vite cette année parce qu'on n'a pas encore fait de bouture cette année. Mais voilà, et donc ça peut être des installations aussi, même chez vous. Celles-là, elles ont 1 an. Et ça a un peu moins d'1 an. Non. C'est quoi? Ça, c'est de l'aronia. De l'aronia. Et là-bas, on a des groseilliers, un saule. Le saule, là, pareil, j'avais planté ça. Ah, c'est celui qu'on avait pris chez... Ouais. Et il est plus grand que moi. On en met partout. Le saule, il a 1 an. 1 an aussi. Ouais. Et ça, c'est plus dans une logique, on veut reboiser nous notre terrain et remettre des haies. On en a planté déjà pas mal là tout le long. C'est un peu dans les herbes, mais on a déjà 150 mètres de haies, on en a planté un peu partout. Et l'idée c'est de reboiser au maximum pour limiter les vents. Ouais. Même si ici on pourrait croire que c'est quand même encore à peu près préservé, on souffre du vent assez fort. Parce que ici la ferme faisait je pense une 30-40 d'hectares, et ils ont quand même supprimé les haies à l'intérieur des parcelles. Ils ont laissé les haies périphériques, mais ils ont supprimé les haies intérieures. Donc forcément on a du vent, et ça c'est pas terrible. Je vous montre vite fait les fleurs et après on va se remettre à l'abri dans la grande serre. Donc là on fait juste jonquilles, tulipes, c'est assez basique pour le coup. Là il y a le travail du sol parce que ça fait vraiment gagner du temps. Et donc est-ce qu'on a décaissé un peu cette année? Je sais plus. Oui, tu as travaillé, on a écarté la terre, après on met les bulbes. Alors les bulbes de tulipes on peut vraiment les coller, et puis de toute façon nous on les travaille comme des annuelles parce que elles n'arrivent pas à se régénérer suffisamment bien, les tulipes, pour pouvoir les reprendre chaque année. Ça vaudrait vraiment pas le coup. Après, hop, on remet la terre par-dessus, et après on remet du compost. Ça nous permet de gagner de la hauteur et du coup de gagner de la longueur de tige, parce que sinon il faudrait vraiment qu'on décaisse, qu'on fasse vraiment un gros trou. Je tire dessus. Ouais. Je tire dessus. 1 fois sur 2, ça sort du bulbe en fait, et parfois le bulbe sort avec, et je coupe le bulbe et je les réutilise pas. De toute façon, ça repousse. Parce qu'en fait, le bulbe, pour se régénérer, il a besoin de continuer sa photosynthèse une fois qu'il n'y a plus la fleur. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait laisser toutes les feuilles. Sauf que compte tenu de la façon dont on récolte, pour avoir des tiges assez longues et une feuille par-ci par-là, il n'arrive pas à se régénérer. Et pour finir sur les fleurs, ce qui est pas mal, c'est de faire en alternance. Du coup, nous, on n'a que cette zone-là.
Donc on fait de la culture du coup de bulbe en premier. Et une fois que c'est fini, on réimplante de la fleur en graines, donc comme tu as dit tout à l'heure. Oui, ici j'avais fait Cosmos et Muflier l'année dernière. Et donc du coup ça vient en alternance. Et une fois que la culture du coup d'été est finie, ça fait un buisson de Cosmos. Bon, c'est magnifique, hein, puisqu'on rentre dans la serre, c'est très joli, la ferme c'est très jolie. On broie et on rebâche tout de suite. Et on remet des bulbes et ça s'enchaîne. Et du coup ça s'enchaîne comme ça. Et le gros avantage des fleurs, surtout nous, comme on fait de la vente à la ferme, c'est que ça fait un cadre qui est beau et ça donne envie aux gens de venir. Et là, c'est un test qu'on lance cette année aussi. On tente une culture de kiwi palissé. Kiwi ou kiwi? Kiwi. Oui, j'ai un peu froid, ça. J'ai du mal à... Ah oui. Du coup, t'as des pieds mâles et femelles. Donc du coup, au kiwi, on plante 3 variétés, une auto-fertile et après 2 où on fait mâle-femelle. Donc un pied mâle pour 4 ou 5 pieds femelles, ou 2-3, je sais plus. Et donc là, l'idée, c'est conduire du coup le kiwi comme une vigne pour de la production et de la récolte facile, et aussi pour me faire un brise-vent, nous faire un brise-vent sur la serre. T'as une grosse quantité de végétation, un kiwi? Ouais. Ouais, et ça fait une liane super puissante comme une glycine quoi à peu près. Ouais, c'est très très puissant, c'est dur à mettre en place parce que c'est gélif. Ça craint le gel surtout les premières années, donc où la plante crève. Et donc là, on est en train de réfléchir à des systèmes de couverture ou de filets ou de voiles qu'on pourrait mettre en boudin en haut et dès qu'ils gèlent, on les replie, on les redescend. Donc ça, on va expérimenter, on vous dira si ça fonctionne. Mais... Et peut-être avec des petits ballots aussi, des petits ballots de foin, des petits ballots de paille pour entourer le pied. Ouais. Et l'hiver, mettre une rangée de ballots de paille sur les côtés pour limiter le gel et puis le vent, quoi. Donc ça c'est la première grande serre. En fait, on s'est posé la question en démarrant de savoir si est-ce qu'on met un tunnel à bâche enterrée, beaucoup plus facile à monter, ou un bitunnel. Le bitunnel qui est plus sensible au vent, parce que forcément, vu que tout s'ouvre, ça fait des points d'entrée pour le vent, donc on peut assez facilement, si on la pose bien, et avec des trucs tout bêtes, notamment du scotch, enfin bref, et on arrive quand même à plutôt sécuriser l'affaire. Le gros avantage, c'est que vous avez un volume d'air énorme, et donc une inertie, c'est-à-dire qu'on prend assez peu le gel dans celle-là, et quand on ouvre tout en grand, parce que pour le coup on avait mis des thermomètres la première année, quand il fait vraiment très chaud, il fait presque aussi chaud dehors que dedans, tout ouvert. Et donc ça c'est trop bien, parce que s'il fait 30 degrés et plein soleil dans un tunnel bâche enterrée de 35 mètres, il fait vite 50 dedans. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a plus rien qui pousse, ça crame. Ouais, tu confirmes? Puis avec ton sol en plus. Ah, je sais plus quelle année, c'était en 2022 qu'il faisait super chaud l'été. Et on avait 30 dehors et on avait 35-36 à 1,80 m à hauteur là. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à plutôt bien gérer les excès de chaleur l'été. C'est agréable et puis c'est très ventilé. Et du coup, pour les histoires de maladies, c'est... Dès qu'il y a un orage, on ferme tout. Et dès que l'orage est fini, on réouvre tout. Et ça ventile. Alors ça, c'est du boulot. Il faut y aller, il faut ouvrir, il faut fermer. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a très peu de maladies dans cette serre-là. Quand tu ouvres, c'est quoi? C'est manivelle, là? Ouais. On pourra mettre un moteur éventuellement. On pourra même l'ouvrir avec une visseuse pour plus tard, quoi. Mais, manivelle sur les côtés et pignon relevable. Et on a... Et donc c'est quand même pas mal de taf quoi, à monter. Les pieds sont bétonnés. Donc là, pour l'instant, elle n'a pas du tout bougé aux tempêtes, donc ça c'est cool. Et... L'investissement sur une serre comme ça? Alors, 12 000. Après augmentation, premier devis 12 000, deuxième devis 18 000. En 6 mois de temps, avant qu'on s'installe. Donc ça fait très mal. Et donc celle-ci, elle a coûté 18 000 € avant les aides. Et on a eu 6 000 € d'aide sur la serre. Donc, ce qui reste raisonnable pour une serre de cette taille-là, du coup après les aides. C'est l'aide de quoi? C'est une subvention? C'est l'aide aux petits investissements, Ah oui, c'est ça. qui était limitée à 10 000 €, qui dans l'Orne est une fois tous les 3 ans, et dans le 27 c'est tous les ans il me semble. Ouais. Et donc du coup on a eu 6 000 €. Donc on a l'irrigation qui arrive ici au milieu, et après franchement le montage, je sais pas si vous verrez ça dans des bouquins, c'est vraiment, c'est fait maison quoi. Mais...
On essaie de trouver la solution la plus rationnelle et pas forcément la moins chère, mais plus de dire là, on n'a pas forcément besoin d'un matos de fou, mais c'est largement suffisant. L'avantage du fait maison, c'est que comme c'est toi qui l'as monté, si tu dois le réparer, tu sais. Voilà, c'est que si ça pète, c'est facile à remplacer, c'est facile à changer. Et donc on a un système d'aspersion. Donc ça, c'est l'irrigation de l'hiver. Et après, on a enterré, vous voyez, à chaque départ de jardin, on a du coup des départs de goutte à goutte. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de mettre en place d'irrigation à chaque changement de saison. Juste, on a juste à tourner une vanne et on reprend nos gouttes à gouttes, on les remet dans les jardins et c'est fini. Donc ça, c'est gros avantage, c'est que du coup, on ne perd pas de temps. Parce que tu n'es pas mécanisé. Oui, ouais. Ok. C'est pas mal ton système de crochet là aussi. Ouais, j'avais mis des crochets à vélo, mais en fait, on voulait tester, mais du coup, en fait, ça va aussi bien de les mettre dans les. Oui. Voilà. Mais c'est la première année, on n'avait pas fait ça, évidemment. On les a sortis, on a entrepris de les rouler, mais en fait... Après, ils sont dans 1 mètre d'herbe et tu les cherches. Non, et... il y en a 2-3 qui sont passés dans le broyeur. Donc non, il faut faire ça, dès le début. et au début, on avait que 2 rampes par serre, parce qu'on avait pris les spécificités des arroseurs, et donc les spécificités techniques données par le constructeur des arroseurs. Faut pas y prendre compte, faut doubler, quoi. Si on veut vraiment que ce soit homogène, on teste 2 marques différentes, enfin bref, mais là en tout cas, donc du coup chaque serre fait 10 mètres et on a 3 rampes d'arrosage et ça va super bien. Et ça arrose bien. Là, tu couvres tout là. Ouais, on couvre tout avec ça. Niveau investissement, du coup, global, si ça vous dérange pas d'en parler, mais... Sur la ferme au global, ouais, au début. Hors achat du terrain. Hors achat du terrain. Hors achat du terrain, hors achat de la maison, vraiment que le professionnel. On doit être aux alentours de 40 000 € je pense. Ouais, mais là-dedans, il y a aussi des travaux du gîte. Parce qu'on a oublié de dire tout à l'heure qu'il y a le petit bâtiment que vous avez vu là-bas, ça va être un petit gîte. Et du coup, il y a une partie du prêt professionnel qui... Dans les 40 millions. Ouais, qui a pour... Tu estimes à combien ton installation? Pardon, excuse-moi, je te coupe. T'inquiète pas. Vous estimez à combien l'installation? Si demain je dois m'installer et que je dois faire une structure comme la vôtre, c'est quoi? Eh ben, alors dans l'Orne, le foncier n'est pas très cher. Enfin, ça augmente beaucoup, mais en tout cas, ouais, le problème c'est que si tu mets de côté la maison, t'es à 11 000 € l'hectare. Ici, nous on a acheté plutôt à peu près 7 ou 8, à peu près 8 000 € l'hectare. Ça a tendance, là, cette année, on est plutôt aux alentours des 12-13 sur un terrain plat. Je dis, sur une bonne terre plate, ouais, c'est entre 8 et 15, quoi, selon l'endroit. Et après, il y a... oui, en fait, entre les serres, l'irrigation, le petit tracteur et tout ça, on est vite à entre 30 et 50, quoi. Dans le détail, l'irrigation, c'est... on n'a pas payé de puits, donc forcément, s'il y a déjà un puits existant, on va dire qu'à 5-6 000 €, tu fais déjà une belle petite install, sachant que le plus cher, c'est les pompes. Si tu enlèves les pompes, c'est 2000 balles, tu te débrouilles. Mais l'eau, il faut vraiment y penser, parce que nous, s'il y avait... Bon, après, ça dépend. On aurait peut-être géré différemment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont obligés de faire des forages. Ouais. Et en général, tu sais pas jusqu'à combien il faut descendre avant que tu aies acheté ton terrain. Et en fait, ça peut être 70 000 € de forage. Ouais, ça c'est le max. Oui, mais ça peut vraiment être énorme, quoi. Mais regardez le prix du mètre cube. On en parlait tout à l'heure, justement. Chez nous, il est assez cher. Mais vous avez un secteur, et si le mètre cube il est à moins d'1 €, posez-vous vraiment la question de savoir si vous faites un forage ou pas. Parce qu'en fait... Ouais, la seule différence, effectivement, on en parlait tout à l'heure, la seule différence, c'est la pression. C'est-à-dire que si vous êtes sur des pompes, si vous êtes en bout de réseau, bah, vous faites un système de cuve comme j'ai fait, un peu en mode bricole, ou alors une belle cuve enterrée, avec une pompe, ce qu'on appelle une pompe de surface, une pompe qui va remettre du débit. Et là, c'est vraiment pas cher, quoi. Enfin, c'est raisonnable. Accepter d'utiliser de l'eau potabilisée pour c'est ça. arroser les légumes. Ouais. Et c'est ça. Sachant... plein dedans, moi, et il y a une incohérence. Oui, complètement. Sachant que les légumes aussi préfèrent l'eau de pluie que l'eau du réseau. Mais bon, après, quand ça se joue à des dizaines de milliers d'euros, bah, à un moment... Voilà, faut faire un arbitrage.
Oui, il y a beaucoup de choses où on se dit déjà que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et où on fait déjà écologiquement une part importante. Donc du coup, il y a plein d'incohérences. Parfois, il faut lâcher prise. Hein. C'est voilà. c'est OK. Je fais chez moi parce que je ne veux pas utiliser de l'eau potable pour aller aux toilettes. Et en fait, ça, j'arrose mes légumes avec de l'eau du réseau qui est dépolluée. Donc, là, une petite espèce de torsion. Oui. La dissonance, elle est très présente dans notre métier, mais c'est tout. C'est comme ça. Mais ouais, le principal... effectivement, il faut acheter le terrain, il faut trouver le terrain et réussir à l'acheter, ça c'est pas évident. C'est faisable, on y arrive, on y est tous arrivés, donc vous y arriverez aussi. Et après, le gros poste de dépense, c'est la culture sous abri, c'est la serre. Mais on peut assez facilement, là on vient de monter, du coup on va aller avoir une nouvelle serre avec bâche enterrée, plus facile à monter. Allez, en une semaine à deux, c'est réglé quoi. Après vous appelez 5-6 copains pour bâcher et ça va vite. Et ça... Là, les arceaux, vous avez monté ça tous les deux? Oh, On était 3 ou 4, non? pour les monter? On les a pré-montés à 2. Tout pré-monté. Et après les lever, on était 4. Ouais, et puis encore, même franchement... Les 2-3 premiers compliqués. Ouais, après ça déroule. Après j'ai tout fini tout seul. Et ça se fait plutôt bien. Et on est sur un budget, actuellement une serre, donc 25 mètres par 10, donc 250 mètres carrés intérieurs. Une belle serre, hein, elle fait 3,90 au fêtage, elle est assez volumineuse, on a des bords relativement droits. C'est 5 000 €. Neuf livrés. Et si vous êtes en Normandie, vous prenez l'aide aux petits investissements, c'est 60% si vous êtes JA, 40% si vous ne l'êtes pas, et 60% si vous êtes en bio. Et donc là, ça vous fait une serre neuve à 2 000 €, donc c'est très très raisonnable. Il faut séquencer parce qu'en fait, une fois installé, il y a pas mal de choses qui se font plus facilement que si on essaie de tout faire avant de démarrer. Alors c'est beaucoup plus difficile quand on est en plein dans la production de dégager du temps pour faire certaines installations, mais avec les aides, avec le crédit d'impôt bio, éventuellement la PAC selon les terrains, ça permet quand même de réinvestir un peu pour travailler plus confortablement. Je ne vous ai pas demandé, vous êtes sur quel statut juridique? On a fait une entreprise individuelle au nom de Joséphine qui avait la capacité agricole avec son BPREA. Et moi je suis conjoint collaborateur pour l'instant. Et on est au micro-bénéfice agricole. Micro-BA. Ce qui, pour nous, ça va très bien. On est assujetti TVA, donc on est au réel de TVA. Du coup, vous avez une comptabilité quand même? Alors, on est dans un parcours JA, donc parcours jeune agriculteur. Donc on est censé tenir une comptabilité gestion, sauf qu'on est au micro-bénéfice agricole. Et donc la comptabilité gestion d'un micro-bénéfice agricole, c'est un livret de facture si on est assujetti TVA, et c'est un livret de recettes. Donc c'est juste une feuille où on marque notre... Ça vous pose pas de problème pendant les aides? Non, pour les aides, aucun problème. Le seul souci qu'on peut avoir peut-être, c'est pour De quelles aides tu parles? Par exemple, pour les petits investissements, tout ça. Petits investissements, il n'y a pas de bilan comptable. Non. Ok, mais... Il y a des dossiers où pour les grosses aides, effectivement, là, il faut fournir une comptabilité gestion. Après, moi, j'ai des documents. Du coup, je fais la compta, mais sauf que je mets les amortissements, des choses comme ça, mais c'est juste que c'est pas validé par personne. Et sinon, il faut se former à la FOG. C'est ça? Où en fait, où après, du coup, vous avez une comptabilité gestion qui est validée avec la FOG. Peut-être que dans l'heure, comme tu peux la demander tous les ans, ils sont un petit peu plus... Nous, dans l'ordre, tu la demandes, tu l'as. Enfin, c'est à peu près... Ouais, il faut que ce soit en lien. Le projet soit raccord. Ouais, c'est juste axé sur la... Ils mettent en avant le circuit court. Donc dès que c'est une production qui va servir en vente directe, voilà, ça passe quoi. Mais par contre, c'est une fois tous les 3 ans. Donc, Et voilà. Est-ce que vous êtes taxé sur les serres en tant que professionnel? Non, il n'y a pas de taxe d'aménagement à titre professionnel sur tout ce qu'on construit. Et donc les serres, effectivement, si tu installes cette serre-là en tant que particulier, là, ça te coûte 3 fois plus cher. Je pense que la taxe, c'était 2 fois le prix de la serre ou un truc dans le genre. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est juste une déclaration si c'est moins de 4 mètres de haut. Donc la nôtre, elle fait 3,99 m. Donc toutes les serres vendues font 3,99 € au fêtage. Et moins de 2000 m². La serre? La totalité des serres que tu as sur ton exploitation, en dessous de 2000 m², c'est juste une déclaration. Okay. Au-dessus de 2000 m², c'est une demande de permis. C'est bon. Quand tu cumules tout. Oui. Ça passe. Après, tu fais comme tout le monde, t'en as oublié quelques-unes. Voilà. Ouais, de là à ce qu'on ait 2000 m² de serre. Tu vois, moi j'ai 2100 m². Oui. Bon,
Mais ouais, donc effectivement, construire des serres, c'est quand même mieux de le faire avec un statut agricole. Pour cette taxe d'aménagement qui est vraiment, c'est vraiment une fortune, quoi. C'est fait pour. Mais par contre, je recommanderais à personne de s'installer en Normandie et de ne pas avoir de serre. Ouais. Même pour de la production florale, honnêtement... Encore plus, je dirais encore plus pour des fleurs, parce que les fleurs, elles sont abîmées, elles sont invendables. Les légumes un peu moches, ça passe. On se débrouille. Surtout, on a quand même une partie de notre clientèle qui est un peu dans cette démarche de pas trop gaspiller, etc. Mais une fleur, il faut que ce soit joli. On a perdu 50% de nos tulipes en un coup de grêle cette année. Ouais. Donc ça fait un peu mal, ouais. Et juste, tu nous as pas dit, tu nous as dit que les fleurs c'était rentable, mais j'ai pas... En fait, les fleurs, en tout cas pour nous sur un atelier complémentaire aux légumes, donc un petit atelier, ça nous permet de faire des bouquets de fleurs largement moins chers qu'un circuit traditionnel, c'est-à-dire chez un fleuriste, en fleurs coupées. Les fleurs tiennent plus longtemps, donc les clients sont contents, et ça nous permet de vendre des bouquets à entre 5 et 8 euros, contrairement à un fleuriste où ce sera aux alentours des 15 euros, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est pas mal. Par contre, notre clientèle ne cherche pas de fleurs, c'est que de l'achat d'impulsion. On est connu pour nos... Enfin, connu. On vient chercher des légumes chez nous sur le marché, et on achète un bouquet de fleurs parce que c'est joli, il y en a un, et puis je sais qu'ils tiennent bien. On n'a pas le recul... Vous composez vos bouquets? Ouais. Mais pour le coup, on parlait des confitures, etc. tout à l'heure. Au final, on va peut-être gagner la même chose, voire un peu plus avec les fleurs. Mais moi, ça me fait beaucoup plus plaisir de faire des bouquets de fleurs que de faire des pots de confiture. Après, faut aussi penser en termes de saison. Alors, l'été, on en fait un petit peu parce que ça amène des pollinisateurs, ça nous fait plaisir, etc. Mais la fleur de printemps, c'est ce qui est le plus intéressant au niveau de la vente, parce que les gens, ils sont désespérés de voir de la couleur et des fleurs. Et c'est pour ça que je teste les renoncules et les anémones que je vais faire pousser sous serre cette année, que les tulipes, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça arrive à une période où on n'a pas encore beaucoup de légumes, où notre étal, il est tout vert. Et en fait, ça attire le regard, ça attire les gens, ça fait un petit achat complémentaire. Mais par contre, si on faisait que de la fleur, nos tarifs ne seraient pas... ça serait pas faisable. On ne pourrait pas se tirer un revenu en faisant que de la fleur à ces tarifs-là. Donc, si on veut faire que ça, il faut vraiment le penser différemment. Et donc là, on est sur une... Donc la serre est 100% en maraîchage sol vivant, donc on a 0 travail de sol, et tout est sous couvert. Donc on a des zones, par exemple ici, on fait du pourpier, je ne sais si vous voyez ce que c'est. On en a là-bas, ouais, on va montrer. Et ça, c'est un... On aime bien qu'il reste joli au niveau du pied, qu'il n'y ait pas trop de terre, donc du coup on le fait plutôt sur une bâche. Et puis ça fait des petites touffes. Les salades cette année, bon c'est compliqué, il y a trop d'eau, pas assez de soleil, donc elles végètent et on voit, elles sont pas très belles. Elles seront plus belles au printemps, tant pis. Semis de carottes du coup directement sur un lit de compost, sans travail de sol. Donc on a un petit lit, là on en a aussi, mais un petit lit de compost. On a la terre qui est en dessous. Et avec de l'implantation d'oignons en bubi, en interrang. Et donc de la carotte qu'on vend en botte, carotte primeur. Et ça va super bien. Et après, dans la serre, on a, du coup, on fait le tour, salade, choux, épinards, on a des blettes, on a du coup carottes, on a de la mâche, on a du mesclin d'ailleurs, Joséphine, des épinards. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la roquette. Des pois. Des pois. Du persil, de la coriandre. On a nos petites vignes là-bas qui donnent super bien. Oui, on a des pieds de vigne. Ça, c'est intéressant aussi à tester. C'est vraiment de la niche, hein, mais on a du coup du raisin de table. Donc ça fait une petite offre en plus pendant 2-3 semaines. On a du bon raisin à proposer aux clients. Et typiquement, la serre bitunnelle s'y prête bien, quoi. On ne peut pas lisser au milieu, ça va tout seul. Vous faites des marchés en ce moment encore? Ouais. Ouais, on s'arrête généralement. On travaille toute l'année et on s'arrête de mi-janvier à fin février à peu près. Enfin, on s'arrête, on ne fait plus de marché à ce moment-là. Généralement, on s'arrête quand on n'a plus de produits de conservation. Et on se débrouille pour que la verdure... Enfin, là, c'est surtout le mesclin, quoi. Si tu peux montrer
Et où en fait, s'il grossit, il est compliqué à vendre en jeune. Enfin, il est quand même très bon en jeune pousse, donc on essaie de le garder en jeune pousse. Et on fait le mélange nous-mêmes, ouais. Oui, parce que tout pousse pas au même rythme. Ouais. Ça, c'est encore la sauvagère, ça. Les tronçons de... Ouais, ça, c'était une technique de la sauvagère. Et en fait, on vient, franchement, avec une paire de ciseaux où, vous savez, la petite cisaille, où quand on presse comme ça fait un... et en fait, on fait notre mélange le matin ou le soir, et ça fait un beau mélange de mesclun. Et ça, forcément, si ça grossit trop, après, ça monte à graines très vite et c'est perdu, vu que c'est semé super dense. Voilà. Mais là, oui, là, c'est le point zéro. Là, il n'y a plus grand-chose à récolter. Et au printemps, ça va repartir. Ouais, petits pois et pois mange tout. On en a puis en milieu aussi. Et là, il nous reste à implanter dans la serre qu'on va aller voir. Il nous reste à implanter les patates primeurs. Donc la variété Sirtema, qui est une des variétés les plus précoces. Soupaille, ouais. Soupaille. Ouais. D'ailleurs, la pomme de terre, pour l'instant, c'est... Sur des années humides en maraîchage sol vivant, c'est quand même pas évident. Dehors, ça prend trop vite la maladie, ça prend très vite la maladie. Et donc pour l'instant, et en tout cas l'année prochaine, on réduit et on a un objectif, on vend tout en primeur. Et on fait plus de patates de conservation. Parce que les résultats sont trop mauvais. Mais voilà. Les petits pois, vous les avez installés depuis... Très longtemps. Ouais, ça fait un moment, en novembre, je pense. La première ligne, c'est une variété à rame, donc là, il faut qu'on installe le filet. Ouais. Et après, c'est des nains. Mais bon, on n'a pas eu de soleil en décembre, quoi. Je pense qu'il y a eu 2 jours de soleil, donc forcément, on n'est pas au niveau qu'on devrait être. Tout devrait être plus poussé. Pareil, les épinards, on les récolte déjà pas mal, mais alors on choisit les feuilles, on fait tout à la main, on s'ennuie un peu. Mais bon, forcément, il n'y a pas de soleil, ça n'a rien qui pousse. Hein. Ouais. Et là, il y avait des courgettes, il y avait des fleurs, donc c'était bâché. Donc, bon, juste la serre est un tout petit peu plus grande que l'était le jardin, donc il va falloir qu'on bricole un peu pour les zones enherbées. Le sol est très amoureux, hein, quand même. Très quoi ? Amoureux, tu sens qu'il est dense, quoi, qu'il est collant. En fait, c'est le problème, c'est que du coup, on a tellement eu d'eau cette année, et là, en plus, en fin d'année, juste avant de mettre la serre, qu'en fait, ce sol-là, il est en MSV depuis 3 ans, et donc il y a beaucoup de vers de terre, et là, le problème, c'est que ça a croûté, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on a un vrai problème ici, où en fait, ça s'est damé. Tellement d'eau, donc c'est-à-dire que le sol est chargé en eau, et après, ça se fige, quoi, comme si vous faisiez un enduit d'argile, et ça se serre, quoi. Donc on voit tous les petits, je sais pas si vous aviez déjà vu, tous les petits monticules, là, ça, c'est les vers de terre. Donc ça veut dire qu'on a une très bonne activité vers de terre sur le terrain. Et le problème, c'est que là, on est en train de réfléchir à ce qu'il faut qu'on implante nos pommes de terre sous paille. Mais du coup, on ne sait pas quoi faire. Parce que le sol est un peu dur. Et donc, tu peux pas le griffer un peu, au minimum, il faut le griffer. On a un petit roto sur le tracteur. Donc, soit on le règle et puis on y va que pour la croûte. Soit on griffe, soit on greline. Voilà. C'est frustrant parce qu'en fait, quand tu mets un coup de bêche, il y a des vers de terre de partout. Donc, tu n'as pas envie d'aller leur mettre un engin sur la figure. Mais en même temps, il y a une telle... un arbitrage, quoi. Ça va pas prendre. On voit là-dedans, faudrait tout... même pour repiquer des salades, ça va pas le faire. Un an pour couvrir de paille et essayer de tout remonter, quoi. Oui, ou mettre un engrais vert avec un truc avec une racine pivot qui va venir écarter un peu. Un petit radis d'Acon qui te fragmente tout ton sol et c'est ok, quoi. Mais on va pas la rentabiliser très vite. Non, je te dis ça sans être convaincu. Mais du coup, ça, c'est la résultante d'une année horrible avec beaucoup trop d'eau et des terrains vraiment lourds, quoi. Vraiment des terrains très très lourds ici. Après, malgré tout, les engrais verts, on est quand même convaincu que c'est un truc à creuser. C'est juste que dans notre apprentissage d'anciens non-paysans, on n'en est pas à ce stade, mais ça va venir. On est encore en train d'apprendre. On met vite le doigt dedans. Une fois que tu commences et que c'est intégré à tes rotations, et sur ça, il faut qu'on s'y mette. Là, comme on n'est pas là, on n'a pas une vie de maraîcher d'avant, on vient pas du milieu, donc forcément on apprend un peu au début, au fur et à mesure. Et puis notre projet, il est
global, il n'est pas que professionnel. Enfin, c'est pas juste notre outil de travail. Ici, on est aussi chez nous. Donc, il y a des projets qui sont un peu annexes, qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est vrai que parfois, si on va avoir un petit peu de temps à dégager, bah, on va aller rajouter une clôture, faire un nouvel abri pour nos moutons, ou des choses comme ça. Ou, je sais pas, planter des arbres. Et donc ça nous prend aussi du temps. Le projet de gîte avec Augustin, dès qu'il a un peu de temps, qui essaye d'avancer dessus. Donc ouais, c'est la ressource temps qui manque à tous les maraîchers, je pense. Oui, c'est le même principe. Et juste pour parler d'argent, là tu as dit 25 mètres par 9 mètres 70, c'est ça? Ouais, ça fait 250 mètres carrés, quoi. Le coût, une serre comme ça complète, livrée? 5 000. C'est pour donner une ordre d'idée. Ouais, ça vaut 5 000 € le livret. Au cours de la ferraille actuelle. Voilà. Et généralement, vous pouvez avoir un dépôt d'aide là-dessus, une demande d'aide, qui, je pense, c'est 40% à peu près ce que vous pouvez avoir, ou 60% si vous êtes en JA. Ou bio. Et le temps de montage, ça, tout seul, si c'est votre première serre à monter, tout seul, comptez 2 bonnes semaines et des bonnes nuits de sommeil pour pas s'énerver. Et quand vous avez déjà monté des serres, ce qui était notre cas pour celle-là, en une semaine, Du coup, tu avais une pelleteuse pour enterrer la bâche? Ouais, on a un copain qui est venu avec une petite pelle pour nous faire une tranchée. Ouais. Et faites une tranchée le jour où vous bâchez, ou la veille, sinon elle se remplit d'eau. C'est vachement moins sympa. Voilà, et c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, vraiment, à monter, c'est très facile, il n'y a pas de béton. Le plus long, c'est de respecter vos implantations, quoi. Savoir que tout soit bien complètement d'équerre. Et après, franchement, c'est vraiment facile, quoi. Ah, c'est facile, c'est pas difficile et c'est pas très compliqué. Et là, donc tes pieds sont fixés avec des gros fers à béton. Et ça, c'est des amarres à frapper. Ouais. Parce qu'en fait, ils se sont gourés sur le modèle, mais ils ont envoyé, donc du coup, on a une serre méga résistante, quoi. Et normalement, il n'y a pas d'amarre. Il y a des amarres sur les 2 premiers pieds, les 2 premiers arceaux, et après, c'est vraiment la bâche qui est enterrée, qui retient l'ensemble. Ah, c'est tout amarré. Ouais. Et donc là, on a une amarre à chaque pied, plus un round clipsage à 2 mètres. Mais normalement, il n'y a pas ça. Plus la bâche enterrée. On est un peu des stressés du vent, de bah, manière générale. Ça sera la dernière du secteur qui sera voilà. accordée. Celle-ci, normalement, elle devrait rester debout. Mais du coup, donc, normalement, c'est que la bâche enterrée, donc il n'y a même pas tous les pieds. Mais bon, les amarres, c'est pas très compliqué. On l'a monté, c'était un vendredi, il faisait beau, il n'y avait pas de vent, c'était un peu le seul jour au milieu des vacances de Noël. Et juste après ça, il y a eu 3 jours de gros vent. 3 jours à 80. Et en fait, t'as même pas le temps de te réjouir d'avoir enfin bâché ta bâche et de te dire ah ouais, c'est bien et tout, que t'es tout de suite à pas dormir pendant 3 jours parce qu'il y a du vent. Et donc là, c'est une phase c'est une diversification ici à moyen long terme. C'est-à-dire que dans notre idéal, dans notre plan, on crée quelque chose qui va nous servir dans 10 ans. Voilà, entre 5 et 10 ans. Et donc la production fruitière, parce que le maraîchage, forcément, on sait qu'on va s'abîmer le dos et que c'est un métier dur et que si dans 10 ans, on veut diversifier et faire 40%, à peu près, c'est l'objectif de notre chiffre en fruits. Du coup, on a créé ici un premier espace qui fait 1 hectare. Et l'idée, c'est qu'on a travaillé avec quelqu'un qui est un peu spécialisé en arbo, il s'appelle Olivier Dio. Et donc, du coup, on crée un espace de test d'un concept de forêt-verger, non pas forêt-jardin. L'idée, c'est une forêt-jardin qui soit quand même dimensionnée pour qu'on puisse y travailler avec des engins, donc c'est-à-dire ne serait-ce qu'avoir un tracteur qui puisse passer avec une remorque pour pouvoir faire la récolte des fruits. Et donc là, on a fait 4 zones, on est planté à peu près en ligne, mais nous on voulait aussi que ce soit assez joli et un peu pédagogique. Donc là pour l'instant on a planté que les demi-tiges, quasiment pommes, poires, plein de sortes de prunes, la cerise, d'abricots pour s'amuser, comment on appelle ça ? Mirabelle, figues, noisettes, des figuiers. châtaignes, On a sur le rang noix. ici sur le plein est, on a des noyers, on a effectivement donc des noyers greffés pour avoir des grosses noix. On a des noisetiers aussi sélectionnés pour avoir vraiment des productions de noisettes. Et pour l'instant, on n'a que cette strate là de faite.
on a des zones où on a gardé des espaces vides, parce qu'après, à terme, on va implanter des mares, on va implanter des petits fruits en buisson, on va implanter des arbres, des plantes mellifères. Voilà. Là, tous les ans, en fait, on va planter. Ça va durer, je pense, 5-6 ans de plantation. Et l'idée à terme, c'est d'avoir un espace productif pour remplacer et venir grignoter un peu sur le temps de maraîchage. Et à nos vieux jours, d'avoir un espace joli et puis nourricier dans lequel on pourra venir se balader et venir chercher quelques fruits. Voilà. Plus dedans, mais du temps. Peut-être qu'on sera motivé pour faire des compotes à ce moment-là, tu vois. Ça va venir. Donc là, voilà, c'est un peu une phase de test. Et c'est un peu pour essayer de créer un modèle qu'on pourrait dupliquer chez d'autres maraîchers, quoi. Alors, voilà, sur 1 hectare, qu'est-ce qu'on peut planter, combien ça coûte, quelles sont les phases. Donc du coup on prend des photos, on essaie de documenter tous les ans comment ça pousse, les erreurs qu'on a fait, etc. quoi. Mais on en revient encore au fait que c'est aussi parce que c'est chez nous et pas juste notre lieu de travail et parce qu'on a envie de faire des choses qui nous font plaisir aussi. Et là, au niveau de l'investissement sur le verger, au global, c'est à peu près entre 2-3 000 euros de l'hectare planté. Ouais. On a fait pas le choix parce qu'on ne connaissait pas d'autres alternatives, mais on a acheté du fruitier en demi-tige greffé en haut, greffé en bas, chez un très bon pépiniériste dans le 50. Et donc forcément, on a un prix de l'arbre moyen entre 25 et 30 euros, quoi, à peu près. Et je pense qu'on a 80 demi-tiges à l'hectare qu'on pourrait augmenter. On pourrait tout à fait pousser bien plus. Et je pense qu'après, on complétera avec de la basse-tige, on va compléter avec de l'arbuste. On voudrait reboiser aussi une zone. Donc voilà. Sachant qu'il existe d'autres modèles d'arbres, notamment des arbres greffés sur sion, qui du coup ne sont greffés qu'en haut, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Enfin bref, du coup on est plutôt aux alentours des 15 euros, quoi, l'arbre sur un autre modèle de plantation. Et donc après ici on voit qu'on est sur une prairie qui est assez humide, hein. Vous voyez les joncs là-bas. Et donc là, on a un projet de plantation qu'on va bientôt signer avec le syndicat mixte du bassin de la Touques, des gens qui gèrent les cours d'eau et qui ont une mission de protection contre le ruissellement des eaux. Donc du coup, qui vont chez les agriculteurs où il y a des problématiques de ruissellement, ce qui est le cas chez nous, parce que ça transite du plateau ici et ça se déverse après là-bas. Et donc du coup, ils vont venir planter des haies, faire des fossés. Et donc là, on a une grosse plantation de haies sur talus avec un fossé à côté. Sur toute la longueur et puis jusqu'à la maison et puis doubler la haie aussi.